Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés où l'on va parler d'un commerce mondial désormais sans dessus-dessous. Depuis que Donald Trump a annoncé ses droits de douane, les marchés boursiers dégringolent et les États du monde entier se demandent sur quel pied danser. Faut-il riposter à ces mesures protectionnistes américaines ou négocier avec la Maison-Blanche ? Au fond, que cherche vraiment Donald Trump avec sa guerre tarifaire ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. La première, les clés. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Il n'y a pas à dire, en matière de mise en scène de sa politique, Donald Trump sait y faire. Nous sommes le 2 avril dernier dans les jardins de la Maison-Blanche. Et devant un parterre d'Américains en tenue de travail, des ouvriers avec leurs casques, des chauffeurs avec leurs casquettes, des pompiers en uniforme, le président américain arrive pour tenir une conférence de presse. Thank you very much. Thank you. Nice crowd. What a good-looking group of people. Well, we have some Et comme souvent, very, very good news il n'est today. pas avare A lot de of good things superlatifs. are happening for our country. Please sit down. My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Gonna make it wealthy, good and wealthy. Il présente donc ça comme le jour de la libération, la renaissance de l'industrie américaine, le jour à partir duquel les États-Unis vont redevenir riches. Ce sont ces mots. Go wealthy. Go wealthy. Et comment compte-t-il alors y parvenir ? Eh bien, grâce à son arme favorite, les droits de douane, les tariffs en anglais. Cette conférence de presse sert justement à annoncer quels seront les droits de douane appliqués à chacun des pays qui commercent avec les États-Unis. This is our great Secretary of Commerce, Howard Lutnick. Thanks. Son secrétaire d'État au commerce lui apporte alors un grand panneau que Donald Trump montre au public et commente en ces termes. So, if you look at that, Si vous regardez la première ligne, pour la Chine représente 67%. Il s'agit des droits de douane que la Chine impose aux États-Unis, y compris les manipulations monétaires et des barrières commerciales, donc 67%. so we're going to be charging a discount. Nous allons appliquer à la Chine un tarif réciproque réduit de 34%. En d'autres termes, ils nous font payer, nous leur faisons payer, mais nous leur faisons payer moins. They will be because we never charge Et ça va quand même les anybody contrarier anything. parce But que now we're gonna jusqu'ici, nous ne facturons jamais rien à personne. European Union, they're very tough. Maintenant, Very, very nous tough allons aussi traders. appliquer des droits de douane à l'Union européenne. Ce sont des commerçants très coriaces. Vous pensez que l'Union européenne est sympa ? En fait, ils nous arnaquent. It's so pathetic. C'est tellement pathétique. Ils nous prennent 39%, nous allons leur facturer 20%, donc la moitié. Vietnam. Le great Vietnam, negotiators, d'excellents great négociateurs, d'excellentes personnes. people. They like me, I like Ils them. m'apprécient, je les apprécie. Le problème, c'est qu'ils nous facturent 90%. Nous allons leur appliquer un tarif de 46%. We're going to charge them 46% tariff. Et ainsi de suite. Donald Trump va continuer à détailler la liste pendant plusieurs minutes. Très durement frappé, les pays asiatiques, la Chine 34%, on l'a dit, Taïwan 45%, ou encore le Cambodge 49%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. Et à l'autre bout du spectre, ceux qui s'en sortent le mieux sont des pays comme le Brésil ou le Royaume-Uni. The United Kingdom, 10%, and we'll go 10%. So we'll do the same thing. Donald Trump estime qu'il n'applique que 10% de barrières tarifaires et donc les États-Unis vont leur appliquer en retour 10% également. Reste que ces annonces ont fait l'effet d'une véritable bombe pour les bourses
du monde entier. Wall Street, Tokyo, Bruxelles, toutes les places boursières sont dans le rouge. Les bourses du monde entier connaissent une chute retentissante. Et au milieu de cette dégringolade, une question qui demeure pour nombre d'investisseurs et de dirigeants aux quatre coins du monde. Que veut vraiment Donald Trump? La fin de la mondialisation? Ou bien est-ce le début d'un grand chantage? Taper fort sur les droits de douane pour pouvoir ensuite imposer à ces pays toute une série de concessions économiques et politiques? Eh bien, cette question-là, c'est celle que nous allons creuser à présent. Et pour cela, on accueille Éric Dor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'IESEC et grande école de commerce basée à Lille et à Paris. Et j'ai envie de revenir avec vous d'abord sur les chiffres qu'on a entendus ici durant la séquence. Donald Trump qui estime, on l'a entendu, que l'Union européenne applique des droits de douane, des barrières tarifaires aujourd'hui à hauteur de 39% sur les importations américaines. Et c'est pour ça que, réciproquement, il va appliquer lui aussi des droits de douane plus élevés à l'Union européenne. Et il dit dans sa conférence de presse, il le dit d'ailleurs en ces mots-là, mais nous, on est gentils, vous nous appliquez 39%, nous, on ne va vous appliquer en retour que 20% de droits de douane. Ça, c'est l'annonce qu'il a faite le 2 avril dernier. Éric Dor, est-ce qu'effectivement, l'Union européenne applique aujourd'hui, à l'égard des produits américains qui rentrent sur son territoire, 39% de barrières tarifaires? Alors, évidemment, la réponse est négative. L'Union européenne n'applique pas du tout 39% de droits de douane sur ses importations de produits américains. Alors, pour comprendre ce dont il est question et cette manipulation médiatique, il faut repartir du but poursuivi en matière commerciale par Trump. En fait, lui et ses conseillers estiment que la plupart des pays du monde mettent de gros obstacles tarifaires et surtout non tarifaires à l'entrée de produits américains sur leur marché et qu'il faut calculer ce que représente en valeur de ces biens l'ensemble de ces obstacles de manière à ce que les États-Unis prennent une contre-mesure par une augmentation de leurs droits de douane, alors carrément des vrais droits de douane sur l'entrée des biens européens. C'est quoi en fait ces obstacles prétendus? Bon, d'abord il y a évidemment les droits de douane. Mais ces droits de douane que prend par exemple l'Europe sur les produits américains, ils sont relativement faibles. Et la différence entre les droits européens et les droits américains est très faible, sauf pour quelques produits. Par exemple, sur les voitures, c'est vrai que nous prenons 10% de taxes sur l'importation d'une voiture américaine, alors que les Américains ne prennent que 2,5% de taxes sur l'importation d'une voiture allemande, par exemple. Mais s'il ne s'agissait que de corriger ça, sur quelques produits, on n'en serait pas là. Ce serait des ajustements de quelques pourcents à peine. Ce serait des ajustements, voilà, à la marge. Mais Trump nous dit, par exemple, votre taux de TVA en Europe, d'une vingtaine de pourcents, que nous n'avons pas aux États-Unis. Aux États-Unis, la taxe indirecte, c'est simplement la taxe sur les ventes, la sales tax, qui varie d'un État à l'autre, mais qui est en moyenne de 5%. Eh bien, il nous dit, nous, voilà, on prend 5% sur une voiture européenne, vous allez prendre 20% de TVA sur une voiture américaine. C'est 15% de différence, je dois aussi la compenser. Et puis, il nous dit, beaucoup de vos pays partenaires, de nos pays partenaires, et surtout en Asie, mais ça peut valoir aussi pour l'euro, vous dévaluez un peu vos monnaies de manière à rendre artificiellement vos produits pas trop chers en dollars. Je dois compenser cette dévaluation. Et puis beaucoup d'entre vous, parfois, vous donnez des subventions à vos producteurs pour permettre à leur vendre pas cher. Je dois compenser ça aussi. Et puis beaucoup de vos pays, vous mettez des normes sur les produits, par exemple. On ne peut pas exporter librement nos OGM en Europe, par exemple, ou plein d'autres produits. Vous ne voulez pas de notre poulet traité au chlore, vous ne voulez pas de notre bœuf qui était traité aux antibiotiques, etc. C'est une espèce d'obstacle que je dois compenser aussi. Alors on avait cru qu'ils allaient calculer tout ça, mais c'est une telle usine à gaz que finalement ils s'y sont pris autrement. Ils ont dit, pour chaque pays partenaire, nous allons prendre le déficit en biens, ça l'arrange bien de se limiter aux biens, que nous avons avec ces pays, donc la différence entre nos importations provenant de ces pays et nos exportations vers eux, et nous allons calculer de combien on devrait augmenter les droits de douane américains pour faire tellement baisser nos importations venant de ces pays
que notre balance commerciale reviendra à l'équilibre. Et donc, dans le cas de l'Europe, ils ont calculé fort à la louche, du point de vue d'un économiste, mais bon, ils ont prétendu calculer de combien devraient augmenter les droits de douane américains sur les produits européens pour que leurs importations de produits européens baissent tellement qu'il n'y ait plus de déficit avec l'Europe. Et ils sont tombés sur 39%. Et puis effectivement, ils jouent grand seigneur en disant « Nous ne répondons qu'en augmentant les nôtres que de la moitié ». Voilà donc déjà quelques éléments à bien avoir en tête pour lire la stratégie américaine. Pour estimer la hauteur des barrières commerciales des pays avec lesquels ils commercent, les États-Unis ont donc opéré un calcul assez simple. Ils ont regardé quelle était la hauteur de leur déficit commercial avec chacun des pays concernés. Leur déficit commercial, ça veut dire que ces pays exportent plus de produits vers les États-Unis qu'ils n'importent eux-mêmes de produits américains. L'administration Trump a donc calculé le déficit commercial des États-Unis avec chacun de ses partenaires, puis a tout simplement converti le chiffre obtenu en pourcentage. Prenons l'exemple de l'Europe. L'année dernière, l'Europe a exporté plus de biens vers les États-Unis qu'elle n'a importé de biens venant des États-Unis. Précisément, elle a exporté 39% de biens en plus qu'elle n'en a importé. Résultat, Donald Trump estime que l'Europe a mis des barrières à hauteur de 39%. Mais attention, et c'est là que ça se corse encore un peu, les États-Unis n'ont calculé ça que sur base des échanges de biens, de marchandises physiques, pas sur les services, notamment les services numériques vendus par les GAFAM, les géants américains de la tech. Or, si les services, justement, avaient été intégrés dans le calcul, alors la balance aurait été beaucoup plus équilibrée et Donald Trump n'aurait pas pu présenter les chiffres astronomiques qu'il a présentés. Tout ça montre bien que ce calcul, réalisé sur un coin de table, ne traduit pas la réalité des échanges. Mais alors, que cherche Donald Trump en procédant de la sorte ? Son but est-il d'avoir moins d'importations, d'avoir moins de marchandises étrangères qui entrent sur le sol américain ? Oui, certainement, mais tout ça procède d'un grand plan qui est plus large que ça. En fait, ce que lui et surtout ses conseillers racontent, c'est que ils admettent que depuis des dizaines d'années, le dollar est la grande monnaie de réserve internationale. Et ils admettent aussi que c'est assez confortable pour eux, Américains. D'une part, ça leur permet d'emprunter sur les marchés quasiment sans limite et à un taux raisonnable, puisque le monde entier est heureux de détenir des réserves en dollars. Rappelons-nous que des réserves en dollars, ce n'est pas des liasses de billets dans un coffre, hein. Ce sont des actifs financiers libellés en dollars, des créances sur l'État, surtout sur l'État américain, aussi sur des entreprises privées américaines. Ils admettent que ça c'est confortable. Ils admettent aussi que c'est confortable parce que l'importance du dollar dans les rouages financiers mondiaux fait qu'il est incontournable et donc ils peuvent faire du chantage sur les autres pays, les menacer de les couper de ces circuits en dollars s'ils n'alignent pas leur politique étrangère sur leurs desiderata. Par exemple, ils vont dire « je mets des sanctions sur tel pays ». Vous avez intérêt à faire comme moi, sinon je peux couper vos banques du circuit en dollars. Ce n'est pas de la fiction ce que je raconte, ils l'ont vraiment fait. Hein, et une grande banque comme BNP Paribas, par exemple, a subi une très forte amende au sujet de transactions. Je pense que c'était avec l'Iran, si mes souvenirs sont bons. Donc ça, c'est un gros avantage qu'ont les États-Unis aujourd'hui, le fait que le dollar soit la monnaie de référence mondiale. Un avantage parce que ça permet à l'État américain de se refinancer très très facilement, mais aussi c'est un grand moyen de pression politico-économique pour les États-Unis d'être l'État qui produit la principale monnaie de référence mondiale. Exactement. Mais néanmoins, dit le clan trumpiste, nous devons quand même admettre qu'il y a un effet négatif de ça. C'est que, comme la demande de dollars est forte, nous n'avons pas pu déprécier notre dollar pour rester compétitifs. Et ils prétendent, assez abusivement, on peut revenir là-dessus, que leur déficit commercial en termes de biens avec les pays asiatiques, dont la Chine, avec l'Europe, etc., c'est en fait essentiellement dû à ça, au fait que le dollar est trop fort. Et donc, ils veulent utiliser
l'arme des droits de douane au départ pour mettre un peu à genoux les économies des pays partenaires, pour que ces pays soient obligés de négocier pour venir avec des concessions et, par exemple, participer à une opération coordonnée de dépréciation du dollar pour que l'industrie américaine soit de nouveau compétitive et que des emplois reviennent aux États-Unis. Mais c'est pas tout. Ils veulent aussi utiliser cette arme des taux de change comme un chantage pour obtenir d'autres concessions. Ça peut être, comme on le voit avec le Danemark et le Groenland, obtenir des territoires stratégiques. Ils ne s'en cachent pas aussi, ils veulent utiliser les droits de douane comme un outil pour nous forcer à payer beaucoup plus cher pour la soi-disant protection militaire américaine, mais dont ils s'ingénient aussi à la rendre toujours un peu incertaine pour avoir toujours les bonnes cartes en main et toujours avoir moins de pression sur nous. Il veut aussi nous forcer à déréguler sur l'exemple américain. Par exemple, il veut nous obliger à accepter tous les OGM, à être beaucoup moins exigeant en termes de qualité des produits, de déréguler en matière environnementale, puisque lui-même nie totalement le réchauffement climatique et la nécessité d'avoir une politique environnementale. Il va maintenant, et ça a été prouvé la semaine passée, il veut aussi nous forcer à abandonner nos régulations en matière d'éthique, de responsabilité sociale des entreprises, en matière de promotion de la diversité, de l'inclusion, de la protection des minorités. C'est un très grand programme, en fait, que je qualifierais presque d'asservissement des soi-disant alliés. Un programme d'asservissement des alliés, des partenaires commerciaux des États-Unis. C'est comme ça que vous qualifiez cette stratégie. Donc, je résume quand même en quelques mots ce que vous venez de nous dire. Il y a l'idée, avec ces droits de douane, de mettre toute une série d'États à genoux pour pouvoir leur imposer des concessions, c'est-à-dire notamment essayer de trouver un moyen de dévaluer le dollar pour le rendre de nouveau plus compétitif, ce qui favoriserait les exportations américaines, mais aussi, quelque part, d'imposer le modèle américain, le modèle trumpiste sur toute une série de questions éthiques et environnementales, de l'imposer à tous ces pays qui commercent avec les États-Unis. Absolument. Et je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas ici une hypothèse de ma part, une interprétation subjective. C'est marqué noir sur blanc. Par exemple, sur un document qu'a produit M. Miran, qui est le patron des conseillers économiques de la Maison-Blanche. C'est marqué noir sur blanc sur des centaines de pages qui ont été écrites par la Fondation Héritage du clan Trump, etc., etc. C'est quelque chose qui est assumé. Mais est-ce que ça peut fonctionner ? Ça, c'est évidemment la question à plusieurs centaines de milliards, sans doute, qu'on se pose aujourd'hui, Éric Dor. Est-ce que les États-Unis sont dans une telle position de force, en tant que première économie mondiale, en tant que monnaie de référence, vous l'avez dit, en tant qu'acteur géopolitique aussi stratégique très très important, est-ce qu'avec toutes ces cartes-là en main, cette stratégie de mettre les partenaires à genoux en leur imposant des droits de douane comme cela, peut fonctionner pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir ? Alors, cela ne marchera que si les partenaires, en particulier ceux qui ont une taille importante, comme l'Union européenne, comme la Chine, etc., se laisse faire. En réalité, je pense que ce n'est pas perdu d'avance du tout. N'oublions pas, par exemple, que rien que le marché des 27 pays européens, c'est un énorme marché qui peut tout à fait concurrencer, en termes de taille, de puissance, le marché nord-américain. Le gros problème, c'est notre unité. Nous devons absolument être unis, par exemple, entre pays européens, et si c'est possible aussi avec les autres pays de la planète qui sont fort affectés, pour lutter contre cette tentative hégémonique. C'est vraiment important. Or, actuellement, on voit bien qu'il y a deux écoles. Vous avez des gens qui nous disent, bon, finalement, si nous rétorquons, si nous aussi, nous mettons des taxes sur les produits américains, et surtout, nous avons une capacité, par exemple, en jouant sur les services, de le contrer. Mais il y a certains pays qui disent « mais ça va nous nuire parce que finalement ça risque d'augmenter les prix chez nous, au départ. Nous ferions peut-être mieux d'essayer de l'amener à réduire de nouveau ses droits de douane en lui faisant des concessions. » Alors vous voyez, les Britanniques par exemple, qui sont, semble-t-il, prêts à supprimer leurs taxes sur les services numériques
pour faire plaisir aux multinationales américaines, aux GAFAM. Vous avez les Suisses, par exemple, où une partie des politiciens disent on ferait mieux de ne pas riposter, pas mettre des droits de douane, mais essayons de négocier. Ils sont déjà prêts, en tout cas certains d'entre eux, à accepter tous les OGM américains, à renoncer à la législation suisse qui oblige Netflix à consacrer une partie de son chiffre d'affaires à la promotion de la production audiovisuelle suisse. En Italie, c'est la même chose. Madame Meloni nous dit c'est pas une bonne idée de rétorquer par des droits de douane qui vont plutôt rendre plus cher les produits américains chez nous. Et donc, faisons plutôt une opération de dérégulation. Elle propose par exemple déjà qu'on abandonne le Green Deal en Europe. Donc il y a, si tu voulez, le clan des capitulars, et puis de l'autre, vous avez des gens qui veulent y aller franchement dans la confrontation. Mais on va voir justement ce que l'Union européenne envisage en tant qu'instance politique, les 27, et on va voir avec Sarah Pousset comment semble s'organiser aujourd'hui la réaction des Européens. La première stratégie de l'Europe reste la négociation. Avec des échanges annuels de biens et de services à hauteur de 1 600 milliards d'euros, on comprend que l'Union européenne espère aboutir à un accord bilatéral avec les États-Unis. Et pour montrer son bon vouloir, le vieux continent est prêt à augmenter ses achats de gaz ou de matériel militaire américain, mais aussi à assouplir certaines régulations pour faciliter la vie des entreprises américaines. Mais en attendant, Ursula von der Leyen évoque aussi la mise en place d'une réponse aux droits de douane américains, notamment ceux déjà en place depuis plus de 3 semaines sur l'acier et l'aluminium. Nous sommes prêts à réagir. Nous sommes déjà en train de finaliser un premier paquet de contre-mesures en réponse aux droits de douane pour l'acier et nous nous préparons maintenant à d'autres contre-mesures pour protéger nos intérêts et nos entreprises si les négociations échouent. Concrètement, la Commission européenne prépare 2 documents. D'abord, la liste de tous les produits américains qui seront surtaxés. On avait beaucoup parlé du bourbon américain notamment, mais a priori, il devrait sortir de cette liste, car l'Italie, la France ou encore l'Irlande craignent que les Américains surenchérissent sur le vin ou le whisky. La seconde liste, ce sont les sujets sur lesquels l'Europe est prête à discuter avec Washington, mais seulement si Donald Trump suspend ses droits de douane. Et ces 2 documents et leur mise en pratique devraient aboutir à la mi-avril. On a l'impression d'entendre là, dans cette stratégie européenne, un peu cette hésitation dont vous nous parliez juste avant, Éric Dor, de pays qui ne savent pas très bien sur quel pied danser, avec un fer au feu qui serait les mesures réciproques, les mesures de rétorsion qu'on pourrait imposer aux États-Unis, mais quand même de l'autre côté, cette ouverture à la négociation en disant « bon, on veut bien quand même parler et voir s'il n'y a pas un terrain d'entente à trouver ». Ça veut quand même dire, quand on écoute ça, que au moins en partie, la stratégie de Donald Trump peut fonctionner, y compris vis-à-vis des Européens. On est prêt à lui faire des concessions ? Oui, comme je vous l'ai dit, on voit bien que nous sommes divisés, comme c'est souvent le cas évidemment, mais bon, c'est presque inévitable avec 27 États souverains qui coopèrent dans l'Union européenne. Et certains, effectivement, proposent de négocier sans avoir au préalable vraiment montré les dents par une riposte. C'est ça qu'il faudrait faire, selon vous ? C'est à un moment donné plutôt aller dans le bras de fer d'abord et puis peut-être négocier ensuite ? Moi, je crois que vu la manière dont l'administration Trump fonctionne, je pense que nous sommes obligés, comme les Chinois l'ont fait, vous avez vu, les Chinois, ils ont rétorqué tout de suite avec une augmentation de droits de douane de 34% sur les biens américains. Nous sommes obligés de faire quelque chose comme ça pour lui montrer que nous aussi, nous pouvons affecter fortement l'économie américaine, et en lui disant évidemment que nous sommes prêts à tout ramener à zéro, si lui aussi ramène tout à zéro. Parce que je pense que face à une détermination coercitive aussi forte, nous n'avons pas à être angélique, à être trop naïf à son égard. Alors maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que dans ceux qui proposent de différer une réponse forte de l'Europe, il n'y a pas que des capitulars. Il y a aussi des gens, et on peut entendre le raisonnement, qui disent que Trump risque de se casser la figure, si on veut, directement dans son propre pays. C'est-à-dire que
l'effet de ces droits de douane va être si fort sur les prix, par exemple, pour les consommateurs américains et pour les coûts de production des entreprises américaines, qu'il va y avoir une énorme défiance qui va s'installer à son égard de la part des consommateurs, de la part des entreprises, qui va perdre tous ses soutiens, qu'aux prochaines élections dites des mid-term en 2026, en fait ce sont des élections législatives pour les parlementaires et sénateurs, qu'il risque de perdre même sa majorité et qu'il sera vite neutralisé, et donc finalement laissons l'évolution naturelle des choses aux États-Unis le neutraliser assez vite. Ça, c'est ce que certains préconisent. Donc, il y a ceux qui disent il faut rétorquer de manière très très forte, il faut lui montrer qu'on ne rentre pas dans son jeu. D'autres qui estiment qu'on peut un peu négocier. Et puis certains qui se disent que ça va peut-être s'écrouler tout seul depuis les États-Unis. Question alors, pour terminer, Éric Dor, est-ce que on pourrait imaginer que cette stratégie de Trump, dont on a bien compris ce qu'il espérait en tirer, finissent par se retourner contre lui, non seulement en politique interne des États-Unis, mais quelque part en déconnectant progressivement l'économie américaine du marché commercial mondial. En gros, que finalement tous les autres s'entendraient ensemble contre les États-Unis, ou bien est-ce que la position stratégique des États-Unis, d'un point de vue aussi géopolitique, fait que ce scénario-là, il n'est pas vraiment possible et qu'ils ont quand même des moyens de faire pression fortement sur beaucoup de monde dans le monde commercial aujourd'hui? Alors, de nouveau, il y a deux écoles, mais j'ai l'impression que c'est la distinction entre ceux qui voient le court terme et ceux qui voient le long terme. C'est vrai que sur le court terme, on est mal parti. Si les bourses baissent, c'est effectivement parce qu'on peut nécessairement prévoir que ce qu'il est en train de faire va causer une baisse de l'activité économique et donc des profits des entreprises, mais aussi des pertes d'emplois. Voilà, baisse des profits des entreprises, logique que les bourses, que les prix des actions, en fait, qui sont une prévision de ça dans l'avenir, diminuent. Sur le long terme, par contre, c'est quand même moins évident que Trump puisse être gagnant. Parce que, d'abord, sur le plan monétaire, ce qu'il fait va encore encourager davantage les autres puissances mondiales à essayer de se déconnecter du dollar. Vous savez que ça fait déjà plusieurs années que les BRICS, par exemple, les pays émergents, essayent de se déconnecter progressivement de la dictature du dollar, surtout que les Américains l'utilisent comme une arme de pression. Donc, je pense que les Chinois, etc., vont être encore plus volontaires dans leur volonté de faire ça. Et même l'Union européenne, avec sa volonté d'ailleurs de créer l'euro numérique, qui pourrait augmenter aussi la capacité d'internationalisation de l'euro, etc. Donc, il pourrait finalement avoir des mauvaises surprises de ce point de vue-là. Mais c'est vrai aussi du point de vue commercial, où il est en train, en fait, d'inciter les autres puissances à plutôt s'arranger entre elles pour contourner de plus en plus les Américains. L'Europe peut faire davantage d'accords avec le Canada, qui est très demandeur maintenant, avec les pays d'Amérique latine versus le Mercosur. Même avec l'Asie, on pourrait avoir une négociation maintenant sur d'autres bases si les deux parties comprennent qu'on a intérêt à se dissocier un peu des Américains. Donc, l'affaire n'est pas jouée. C'est ce qu'on retiendra de ce que vous venez de nous dire là. Effectivement. Certes, Donald Trump a réussi à mettre un gros coup de pression pour essayer de se mettre dans une position avantageuse de négociation, mais en fonction de la stratégie de riposte des autres, ça pourrait être à très long terme quelque chose de très négatif pour les États-Unis, ce qui est en train de se jouer là. En un mot, Éric Dor? Oui, je pense que ça résume très bien la situation. La stratégie de Trump, elle est effrayante, il y a une très forte coercition, mais le scénario qu'il gagne n'est qu'un scénario possible avec une certaine probabilité. Pourvu que nous soyons intelligents et unis, il y a tout à fait moyen de contrer cela. On retiendra donc que la messe n'est pas dite. Certes, Donald Trump a donné un fameux coup à tous ses partenaires commerciaux. Mais il faudra voir comment tout cela sera digéré, notamment d'abord aux États-Unis même, avec des bourses qui dévissent, et alors que l'on sait que la classe moyenne américaine a souvent pas mal de ses économies placées justement en bourse. Ça pourrait faire très mal au soutien populaire dont bénéficie Donald Trump. Et puis, il faudra voir la riposte des États concernés. Et selon Éric Dor, les pays visés ne sont pas obligés de se soumettre à Trump, à condition alors d'agir de manière coordonnée dans la réponse, dans la riposte.
Voilà, c'était Les Clés, un podcast de La Première, avec à la réalisation sonore de cet épisode Jonathan Remy, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Reussen. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous.